Remarque le caméra, j'ai l'impression qu'il est. Regardez, il enregistre ou pas? Ouais, ça enregistre là depuis, Hein depuis 8 secondes, ça enregistre. Pardon? Depuis 8 secondes, ça enregistre. D'accord. Donc celui qui parle le plus, celui-là. Je peux avoir le petit papier? Merci. Donc voilà, nous, notre objet d'analyse, c'était Medal of Honor. Alors on a choisi la version next-gen qui est sortie sur Xbox 360, PlayStation 3, PC, le 25 octobre 2012. Alors déjà, rapidement, on va vous dire ce que c'est quel est ce jeu, Medal of Honor. Donc c'est un FPS, c'est-à-dire un jeu à la première personne où on incarne des soldats du monde entier. En fait, c'est même une unité top secrète, donc appelée Tier 1, avec une personne, enfin un soldat représentant à peu près de tous les pays du monde en fait. Voilà, et donc du coup, l'aventure nous amène à explorer plusieurs différents pays à travers le monde. Et à chaque fois, la mission, c'est de stopper les terroristes, quoi. Voilà, grossièrement, l'histoire du jeu. Donc nous, ce qu'on a choisi, c'est la version PS3. Alors, concernant les commandes, ça se joue comme un FPS classique, c'est-à-dire joystick gauche pour se déplacer, joystick droit pour viser, gâchette droite pour tirer. Voilà. Et donc, la première chose qu'on a remarqué, c'est que ce jeu était pas... c'était pas facilement manipulable pour tout le monde. Il y a quand même un tuto au début qui permet aux joueurs en fait, de s'habituer aux touches, mais c'est vrai que quelqu'un qui a déjà l'expérience des FPS aura beaucoup plus de facilité qu'une personne ou même un enfant de 12 ans qui commence à jouer à ce jeu en fait. Voilà, donc la grosse difficulté quand on joue à ce genre de jeu, c'est arriver à synchroniser le déplacement et la visée. Ça, c'est sûrement la chose qui demande le plus de pratique. Alors ensuite, concernant les contrôles, on a également donc, le lancer de grenades. On peut se mettre à l'abri derrière des covers. On peut défoncer des portes avec ses alliés. Il y a des sortes d'assassinats aussi, un peu à la Call of Duty. Quand on arrive dans le dos, on peut cutter quelqu'un. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces actions sont animées dans le jeu. Donc, par exemple, si on doit jeter une grenade, on va voir le personnage qui prend la grenade, qui la dégoupille et qui la jette. On n'a pas le lancer direct de la grenade. Et ça, c'est valable pour toutes les autres animations. Donc du coup, ça renforce l'immersion. On a vraiment l'impression d'être dans le corps de ce soldat. Pour vous dire, même quand il rampe, on va voir ses mains comme ça qui vont se déplacer comme ça sur le sol. Donc tout est vraiment mis en avant pour renforcer l'immersion. Seul petit détail qui là manque de crédibilité, c'est le moment où on rentre dans la tourelle d'un véhicule. Il n'y a pas l'animation où on voit le personnage rentrer dedans. Ça se fait, voilà, ça se fait instantanément, quoi. Après, on voit, c'est surtout des niveaux assez linéaires. Il y a toujours une histoire, un objectif à atteindre. Le joueur est pas vraiment, livré à lui-même. Il peut pas se déplacer. Il est quand même libre sur la map, mais il peut pas se déplacer n'importe où comme un RPG.
Oui, il a vraiment à la une tête façon définie, Oblivion. Oui, voilà. Ouais. Mm. Il peut rarement retourner en arrière. Enfin, il peut pas trop revenir dans une mission précédente s'il l'a réussi. En général, le joueur doit toujours avancer. Il a pas un impact direct sur le fil de l'histoire. Hormis réussir les missions, après, l'histoire continue. Mais il est à noter que le jeu arrive à nous donner l'illusion que malgré tout, on jouit d'une certaine liberté et qu'on a un certain impact. Alors bien sûr, quand on est avisé, on sait très bien que c'est de l'escroquerie. Mais en fait, on peut imaginer que pour un joueur occasionnel, il rentrera facilement dans l'illusion. Et donc ça se retrouve par rapport au décor. Alors certes, on est toujours sur une route linéaire, prédéfinie, mais on a toujours des décors assez vastes. Il y a par exemple un niveau où on arrive... Ça fait penser au débarquement de Normandie. On arrive comme ça sur une plage, et on voit comme ça à l'horizon, quoi. On voit l'océan derrière nous. On a vraiment ce sentiment d'espace, quoi, de grandeur. Donc les développeurs arrivent à masquer l'aspect linéaire des niveaux, quoi. Voilà. Très intéressant. Donc, cette illusion de liberté, donc tu dis le fait que les joueurs ne voient pas directement qu'il y a un chemin obligé, qu'il y a un chemin tracé qu'ils doivent prendre, et cette illusion, ça leur est masqué par l'amplitude du paysage. Tu peux détailler, continuer là-dessus C'est-à-dire qu'il y a des décors dont l'environnement semble complètement ouvert. Par exemple, on va avoir cette fameuse plage où on a l'eau qui est accessible, on peut essayer de passer dedans, mais plutôt que d'avoir un mur invisible qui nous bloque, on nous signale qu'on va rentrer dans une zone de danger et qu'on a un certain temps pour revenir en arrière avant de mourir définitivement, quoi. Donc c'est vrai qu'on peut essayer d'aller dans des endroits, mais en fait, voilà, tout simplement, on ne peut plus jouer, quoi. Parce qu'on est mort, on peut jouer que 8 secondes dans une... Enfin, je crois que c'est 8 ou 10 secondes. Donc il y a un blocage malgré tout dans les... Non, on n'est pas bloqué, on continue à avancer, l'écran devient un peu flouté, avec un message qui dit « Attention, vous sortez de la zone de combat, vous avez 10 secondes pour retourner à l'intérieur. » D'accord, et on peut continuer à avancer malgré tout? Bah non, du coup, au bout du temps limite, le personnage meurt et revient au spawn point, à l'endroit où il apparaît, c'est-à-dire au début de la zone de la plage, à la limite de l'endroit où il ne peut pas explorer. D'accord. Alors, ça, ce truc qui est très intéressant, c'est sur la manière dont on construit l'espace et la dimension de l'espace, hein, ce qu'on a la possibilité de voir. On sait que dans la vie réelle, nous ne voyons toujours qu'un bout du monde. Hein, nous ne voyons jamais le monde en entier. Hein, mais là, comment le monde se révèle petit à petit. Donc, quand même, avec des masquages de cul-de-sac, si je comprends bien. Hein, il y a un chemin obligé, des cul-de-sac, quand on sort du chemin obligé. Ouais. Il y a des cul-de-sac qui sont des véritables obstacles physiques. Ça va être quelque chose qui est un décombre ou un endroit qui va être inaccessible à cause d'une carcasse de voiture. Voilà, donc une scénarisation du cul-de-sac. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un cul-de-sac logique ou un cul-de-sac spatial, mais il va y avoir une explication scénaristique à ce cul-de-sac, quelque chose qui est tombé. Oui. Hein, bon. Et juste petite parenthèse, ça c'est un procédé qui est très répandu dans les jeux vidéo. Je prends l'exemple de Jak and Daxter. Donc pareil, on était dans un monde relativement ouvert. On pouvait aller nager dans l'océan, sauf qu'au bout d'un moment, il y avait un requin qui venait nous bouffer. Et donc hop, on réapparaissait sur l'île, quoi. Pour ce jeu-là, on pourrait
comprendre quand, par exemple, on sort de la zone comme une condamnation pour mutinerie, quelque chose comme ça. C'est plus expliqué comme si on rentrait dans une zone de combat intense et que là on n'était plus protégé par notre équipe, ou des choses comme ça, ou alors qu'on va juste se perdre et se noyer dans la mer. Il n'y a pas d'explication logique, quoi. C'est vraiment, tu as juste une alerte, pas possible d'aller plus loin. Je pense que l'explication logique vient du fait qu'en fait c'est pour pas casser l'immersion du joueur. Ah oui, complètement, ça veut. Je veux dire, il y a une grosse différence, je pense, entre un jeu où on vous met des murs invisibles pour vous bloquer. Là vous vous dites, tiens, c'est bizarre, il n'y a rien, pourtant je ne peux pas avancer. Et ce jeu-là, par exemple, où vous allez quelque part et mourir parce que c'est pas une zone protégée. Où là, il y a par exemple, si je suis allé là-dedans, peut-être que des ennemis m'ont tué ou quelque chose comme ça, et c'est pour ça que je suis mort. Tandis que si on met des murs invisibles, là tout de suite on se dit, je peux pas avancer, normalement je devrais, pourquoi? Oui. Enfin, ça signifie aussi la segmentation de l'espace. Comme on est dans une sorte de matrice, dès qu'on sort d'un espace de jeu qui nous est... comme on est censé reproduire l'histoire d'un personnage, on est censé faire quelque chose qui est déjà écrit, quand on sort de la zone pour laquelle est écrite cette histoire, on est désynchronisé. Comme si en gros, comme si dans un bouquin on commençait à écrire des lignes à côté du bouquin, on est désynchronisé, on n'est plus dans le bouquin, on est désynchronisé de l'histoire. Il y a aussi certaines zones du coup différentes. Dans ce jeu-là, dans l'univers digétique, comme on est dans une matrice, comme disait Théodore, il y a certains endroits aussi qui sont pas créés. Et on voit par exemple quelques lignes de code qui défilent et puis on a une voix qui nous prévient que cet endroit n'a pas été créé, donc on ne peut pas le visiter parce qu'il n'existe pas en fait, dans l'univers dans lequel évolue le personnage. Là, vous n'êtes pas en train de parler de... Ah non, c'est déjà comme... On parlait de la... D'accord. Une autre manière de bloquer le personnage dans sa progression. Ouais. Bon, enfin, sur le côté, cette affaire nous intéresse. Comment, alors qu'on a un chemin tracé, comment on laisse aux joueurs comment on dissimule ça, hein, quels sont les effets scénaristiques, comment avec du scénario on empêche de se retrouver confronté brutalement à ce cul-de-sac. Hein. En général, par exemple, quand on voit l'horizon, quand on voit des décors très lointains, comme on sait que de toute manière on est à pied et qu'on ne nous a pas dit qu'il y a un véhicule qui peut nous y emmener ou quoi que ce soit, on va avoir tendance à se désintéresser de ce décor, ou en tout cas de s'y intéresser de manière, je veux dire, contemplative, alors qu'en général, tout le level design va nous orienter vers une zone par laquelle on doit aller. Ça peut être par la lumière, ça peut être effectivement par le décor. C'est l'objectif en général qui est toujours affiché. Oui, en plus, en général, quand je sais pas comment ça... Là, c'est un objectif qui est toujours clairement affiché sur la minimap. Alors là, vous êtes encore sur un... Tu viens de reprendre quelque chose sur lequel vous êtes passé un peu trop vite, à mon avis, hein, qui est... Quand un jeu qui consiste à se déplacer dans un espace, par quoi on est orienté? Qu'est-ce qui à chaque fois nous appelle, hein, quels sont les procédés d'affordance, hein, les procédés de direction? J'aime bien parce que quand tu ne comprends pas, okay, tu fronces les sourcils, mais du coup je me dirige vers toi pour te dire qu'est-ce qui piche là? Si, j'ai bien compris, mais je suis dubitatif. Hein? Là, le fil conducteur en permanence, c'est ce qu'on disait un petit peu plus tôt, c'est vraiment l'objectif à chaque fois. C'est ça ce qui donne le côté de linéarité un petit peu du scénario. Il y a toujours un objectif, quoi qu'il se passe, on doit toujours aller à un endroit, l'objectif est clairement défini, il est pointé, on a un viseur. Oui, quand tu dis l'objectif, excuse-moi, je ne comprends pas, j'aimerais plus de précision. Alors il peut y avoir plein d'objectifs différents, ça va être arriver à un point X, ou trouver l'ennemi Y, ou... D'accord. Oui, mais ça le fait qu'il y ait un objectif, comment ça ne nous dit pas exactement comment je construis dans l'image ma vision pour aller plutôt dans cette direction, dans telle autre, etc. L'objectif, hein, hormis une apparente ouverture de niveau, c'est quand même des couloirs quoi, qui s'embranchent les uns avec les autres, qui vont tous dans une seule direction. Oui, donc cette question du couloir, hein, c'est comment pour le joueur, et c'est pas un couloir, c'est pas un couloir dessiné. Donc, comment c'est perçu par le joueur? Comment,
à la fois c'est montré et dissimulé. Mhm. Hein, il y a à la fois, je sais que c'est là, et en même temps, il n'y a pas rejoint les différents numéros pour avoir la ligne. Si, justement, c'est ça. Il y a les objectifs, ils sont clairs, c'est rejoignez tel endroit, et l'objectif, il apparaît sur la carte avec un pointeur qui l'indique. Enfin, il y a deux façons de jouer, soit on joue en mode expert, soit on joue en mode normal. Sur le mode expert, il n'y a pas de repérage, il n'y a pas de petite carte avec des points qui apparaissent ou quoi que ce soit. En revanche, dans le mode simple, l'objectif, il apparaît clairement, on sait où on doit aller, il y a un indicateur qui nous dit que c'est dans cette direction. Quand on se déplace notre vision, on voit l'indicateur. Et ensuite, il y a un deuxième champ, c'est tout le côté topographie du terrain, qui est au final véritablement que des systèmes de couloirs qui s'embranchent les uns avec les autres, mais on peut aller que d'un point A à un point B, puisqu'à partir du moment où on sort de cet embranchement de couloir, on rentre dans des zones qui nous font systématiquement respawner à l'endroit de départ, ou à la zone de sauvegarde rapide. Ouais. Mais pourtant, il y a bien des objectifs secondaires dans le jeu. Oui. Mais je pense que c'est aussi le décor de la map, parce que si on est sur une map qui est désertique et qui a un bâtiment en plein milieu, le joueur va penser automatiquement que c'est vers ce bâtiment qu'il faut aller, donc ça va l'aider à se repérer en fait. Bon, okay. Donc là on est sur deux réponses différentes. La réponse en termes d'objectifs, vous voyez, qui serait plutôt du côté du plan d'action narratif. Hein. Il y a atteindre tel endroit. Oui, c'est une succession d'objectifs qui nous emmène à aller d'un point A à un point B, à avancer dans la carte. Mais ça se transforme en ce qui est plutôt une perception de l'espace avec une manière dont l'espace est construit, hein, avec des éléments dans l'espace qui appellent mon déplacement. C'est une autre logique. Hein. Il y a deux logiques là. Ce que tu décrivais, c'est... Alors il y a l'objectif, et puis après la deuxième chose qui peut... Alors ça, j'y avais pas pensé, mais en fait, c'est vrai que le fait d'avoir des vagues d'ennemis qui viennent toujours de l'endroit vers lequel on doit aller, du coup, ça nous pousse à toujours aller de l'avant. Ah oui. C'est les zones, on passe de zone de combat en zone de combat, donc c'est ça qui fait que, comme on sait que l'ennemi est en face, on va avancer vers les zones d'ennemis. D'accord. Il me semble qu'aussi... Donc on avance toujours vers l'ennemi. Oui, on avance toujours. J'imagine, mais... Non, mais on va toujours vers l'avant, vers l'objectif, vers l'ennemi, on avance d'une zone de combat vers une autre zone de combat. Je dirais qu'en fait, pour compléter ce que disait Thomas, l'ennemi représente comme un objectif intermédiaire. C'est-à-dire qu'on a l'objectif principal, donc ce que disait Thomas, aller d'un point A à un point B, et entre les... S'emparer de telle casemate, voilà, et entre les deux, on a... Entre les deux, on a donc les ennemis. Et ces ennemis, c'est un petit peu comme les cailloux du petit poussé, quoi. C'est-à-dire qu'on va vers l'ennemi pour le détruire, parce que c'est l'objectif. Et en même temps qu'on le détruit, on se rapproche un peu plus de notre but final, quoi. D'accord. Et dans le cas inverse, il a des coéquipiers avec lui aussi, qui le font avancer, les progresser. coéquipiers aussi, ils sont là tout le temps à aller vers l'avant quand on a fini une zone de combat. En fait, les coéquipiers, eux, ils disent voilà, on a terminé, ils avancent. Reprenez ça doucement, c'est important. Ça vous fait avancer. C'est-à-dire que nous, le personnage n'est pas tout seul dans le jeu. Il est accompagné la plupart du temps par des équipiers qui font partie de la même escouade que lui. Donc, ce qui fait que, en termes d'expérience de jeu, on a tout le temps des gens qui sont autour de nous à nous donner des ordres, nous donner des indications sur les ennemis, sur les situations de combat, sur l'endroit où il faut aller. Et ça, c'est rendu par un espèce de speech en CD, comme des mecs qui se parlent en radio, quoi, normalement. Et les groupes sont visibles, donc on voit effectivement les soldats, eux, qui avancent quand on a fini une zone de combat. Donc on sait qu'on doit aller rester avec eux. D'accord. Donc on a, parce que là sur le déplacement, ce que je suis en train d'essayer, moi ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les procédés, par exemple les procédés du déplacement. Hein, il y a une variété de manières de se déplacer, et donc de construire l'espace au fur et à mesure, et d'avoir cette sensation d'avancer. Et là, ce que tu dis qui me paraît assez particulier à ce type de jeu, c'est qu'en quelque sorte, les équipiers, il y a des équipiers qui sont déjà avancés dans le champ. Ils sont avec nous en permanence. Et moi, je vais les suivre. Est-ce que d'une certaine manière... Ça dépend aussi du type de joueur qu'il va y avoir, hein, parce qu'un joueur expérimenté, il va avoir tendance à utiliser ses alliés pour finir une zone de combat et à avancer peut-être un petit peu plus vite qu'eux pour pouvoir analyser la situation.
Mais globalement, un joueur normal, bah, il va passer d'une situation de combat, il va voir que ses coéquipiers partent vers une autre zone et il va les suivre. D'accord. Mais d'une certaine manière, donc il y a une direction automatique de progression, d'avancement, une direction qui m'est donnée par le fait que déjà quand je suis dans un espace, je vois des coéquipiers qui avancent. C'est surtout le principal, c'est qu'on a un objectif qui est à l'autre bout de la carte. C'est ça qui est le moteur. Après, le fait qu'on les voit avancer, ça nous signifie plutôt l'idée qu'on a terminé la zone de combat, qu'il y a des ennemis qui vont plus être là et que le champ est libre, quoi. Ouais. Mais je veux bien discuter sur cette histoire d'objectif, parce que l'objectif, c'est une représentation c'est une mission à remplir. Ça va être libérer l'otage, chercher tel informateur. D'accord. Donc on va libérer un otage, donc on doit, la mission est donnée, aller à tel endroit où se cachent les terroristes et où vous pourrez... Bon. Voilà. Alors ça c'est le fil conducteur. Bon. Ça, c'est un plan d'action à long terme. Il faut que vous... Voilà. C'est des objectifs à court terme, à chaque fois, c'est l'objectif de plan d'action. Donc c'est un plan d'action à long terme. Il se transforme, ou à moyen, hein, il se transforme pour y aller, par contre... à ce moment-là, tu es dans un rapport à l'espace avec des plans d'action immédiats. Hein, donc la manière dont on se déplace, il est lié au plan d'action immédiat. Hein, ce plan d'action immédiat s'inscrit dans un plan d'action à plus long terme qui est arriver jusqu'à la casemate pour délivrer... Ouais, parce qu'en réalité, il y a plein de sous-objectifs à chaque fois qui pourraient correspondre à... Puisqu'on arrive, nous, en zone assaillante, donc c'est-à-dire que c'est un terrain qui est conquis, on va libérer petit à petit des terrains par lesquels notre équipe peut passer. Ça, c'est l'objectif à court terme. Voilà. Alors, par contre, moi, pour le coup, j'ai joué surtout en multiplayer, j'ai pas fait beaucoup de mode campagne, donc je sais pas s'il y a des objectifs secondaires qui sont clairement affichés, du genre, avant d'aller libérer telle personne, aller libérer tel poste, passer par les égouts, ça... Ouais. Mais vous voyez pourquoi je suis un petit peu... je vous cherche et je passe à chaque fois sur le terme d'objectif. Oui, hein, si, il y a même des objectifs plus simples. Des fois, ça va être juste au tout début, parce que moi j'ai fait vraiment quelques phases du scénario de départ. Au tout début, je vois qu'il doit casser une porte. Il y a l'objectif casser la porte parce qu'on a une action spécifique qui nous permet d'ouvrir dans une espèce de cinématique au ralenti dans laquelle on doit tuer tous les personnages, qui est un peu d'ailleurs le seul vecteur pour gagner des nouvelles compétences. Ouais. Parce que en termes d'expérience, le personnage ne gagne jamais ni de compétences ni de meilleure habileté, il a juste un arsenal qui s'étoffe. Et nous, en fait, la seule chose qu'on va savoir faire de mieux en mieux, c'est mieux manipuler notre personnage, Alors là, tu viens de dire des choses intéressantes, mais c'est encore à part. Mais non, du coup, c'est tous les objectifs à court terme, c'est liquider la zone, la rendre pacifique pour pouvoir la traverser et aller à la zone d'après. Mais enfin, là, dans ce que tu viens de dire, j'ai compris quelque chose qui me semble particulier à ce type de jeu. C'est qu'il y a... on reçoit des ordres. Tout le temps. Hein, on reçoit des ordres en permanence. Donc, et ces ordres, donc c'est une manière de comprendre immédiatement l'action qui est à faire. C'est-à-dire que l'affordance, c'est les coéquipiers. L'affordance, le fait qu'on est appelé à faire quelque chose, là, mais qui d'habitude, dans la plupart des jeux, est essentiellement visuel, hein, est lié à l'espace, et là aussi. Mais là, c'est renforcé par donc, la manière dont on trouve le chemin. Hein, donc on va dire, on est dans un jeu simple, avancer et supprimer les obstacles qui vous empêchent d'avancer pour aller à tel endroit. Donc le principe est mais le système d'ordre qui vous est donné, hein, le fait qu'on a un chef qui vous dit allez là, casser cette porte et ensuite donne permet de visualiser
les plans d'action, permet de prendre conscience des plans d'action, autrement que simplement par la vision et la pénétration dans l'espace. Est-ce que... bon, je sais que... je vois sur les visages de certains d'entre vous que vous avez trouvé d'agesse ou couverture de mouche qui vous laisse un petit peu quoi. Mais je pense que vous avez besoin de chercher ces subtilités. En même temps, en termes d'expérience de jeu, pour recréer une situation où on simule une partie de guerre avec des coéquipiers, c'est logique d'avoir des gens qui se parlent par communicateur, qui se donnent des objectifs pour avancer les uns les autres. Ça fait partie de l'expérience essentielle, je pense, pour rendre vraiment ce côté tactique, le rôle de commando d'élite qui fait partie d'une unité. Oui, donc par rapport à de très nombreux jeux dans lesquels on a cette idée d'objectif, moi je parle toujours, je parle de plan d'action parce que c'est plus clair pour moi, plan d'action à court terme, à moyen terme. Mais en général, les objectifs sont donnés dans une cinématique de début, où ils sont donnés très largement, etc. Là, ce qui est très particulier, c'est le fait que les plans d'action sont donnés par la voix et régulièrement et immédiatement, et finalement, c'est des plans d'action assez courts. Je pense qu'il dit... et assez répétitifs. On est plutôt avec un sergent qui